effectivement, nous allons présenter cette conférence à deux voix, en deux parties. Donc, je remercie l'ensemble des intervenants précédents pour avoir ménagé ce temps de conférence dans le programme Orbimob de cette semaine. On tenait beaucoup avec Guénola à le conserver. C'est une conférence qui avait une dimension de terrain et comme vous venez de le dire, on espère qu'elle pourra être reconduite, cette dimension de terrain, et que nous aurons l'occasion de refaire cette conférence in situ pour qu'on ait cette dimension qui manque un petit peu aujourd'hui. Alors, comme l'a dit Patrick Oliva, on a une problématique un petit peu singulière, qui est un petit peu à part dans l'ensemble des conférences de cette semaine, parce qu'on va concilier différents axes autour de ce sujet. Le premier axe, c'est la préservation d'un patrimoine du 19e siècle, et ce patrimoine du 19e siècle, il n'est pas toujours bien connu, il ne fait pas toujours sens en comparaison, par exemple, d'églises romanes qui sont peut-être mieux identifiées. La conservation d'une emprise ferroviaire avec l'idée d'une réversibilité, parce qu'on ne sait pas ce que seront les transports du futur et il est important de conserver nos emprises pour d'autres usages dans le futur, y compris peut-être des usages ferroviaires. Le développement d'un projet de mobilité autour de modes doux, de modes actifs, en alternative à la voiture. L'intégration d'un projet dans une agglomération, et là, ça a vraiment beaucoup de sens, M. Lucot l'a dit, avec la mise en communication des deux rives de l'Allier, de différents quartiers de Moulins, et notamment le quartier de la Madeleine. Et puis, un travail universitaire à l'origine qui résulte d'une commande d'une entreprise publique qui est SNCF Réseau, et montrer que ce travail universitaire, qui est un travail théorique d'étudiants et d'enseignants-chercheurs, peut déboucher sur des opérations concrètes qui sont portées par des collectivités locales, comme c'est le cas à Moulins. Donc une dimension très complète, hein, où on part de l'université et où on arrive à des opérations extrêmement concrètes. Voilà un petit peu le sens de cette conférence. Alors, donc, on l'a intitulé « Histoire, conservation, réhabilitation et valorisation », cette conférence, parce que ce sont toutes ces étapes qui sont en jeu et qu'il est intéressant de reprendre. Alors, d'abord, un petit peu d'histoire. Pourquoi un pont ferroviaire sur l'Allier? Pourquoi on a fait ça à un moment donné? Pour quel usage? Et là, il faut redécrire un petit peu le contexte de l'époque. D'abord, le contexte, c'est celui de la constitution du réseau ferroviaire français, donc celui de la loi de 1842, où en fait, on a conçu une étoile autour de Paris. C'est un ingénieur des ponts et chaussées qui a fait ça, qui s'appelait Legrand. Donc on appelle ça l'étoile de Legrand. Donc l'idée, c'était de relier les ports et les frontières du pays, donc rôle économique et rôle stratégique. Donc on a la concrétisation de cette loi de 1842, et la carte vous montre les premières lignes construites. Rapidement, on y a ajouté un autre élément, c'est la desserte des bassins miniers et des bassins sidérurgiques. Et donc, en fait, le rail, on l'a tracé pour aller chercher le charbon, pour aller chercher le minerai de fer, et on a souvent dit que c'était un système qui s'auto-alimentait, hein, parce que pour faire des voies ferrées, il faut des rails en fer, et il faut pour ça des hauts fourneaux qui consomment du charbon, pour construire des rails, pour construire des locomotives qui elles-mêmes transportent du charbon et transportent du minerai de fer. Donc vous voyez, on a un cycle un petit peu qui se met en marche au début du 19e siècle. Et donc en fait, on va très vite en Auvergne raccorder ce réseau français à nos bassins miniers et sidérurgiques. Et donc, vous le voyez ici, les bassins stéphanois dans la Loire, le bassin de Brassac-les-Mines au sud du Puy-de-Dôme, les mines de Berre à l'est de l'Allier et le bassin de Montluçon-Commentry. Et donc, l'objectif de cette ligne, l'objectif initial de cette ligne, c'est de raccorder le bassin houiller et sidérurgique de Montluçon-Commentry au réseau ferroviaire français pour permettre d'évacuer les productions.
Donc on a une construction assez précoce dans l'établissement du réseau ferroviaire français parce que il faut avoir pour priorité l'évacuation du charbon, l'évacuation des produits sidérurgiques. Donc c'est une vieille ligne. C'est une vieille ligne, hein, sachant qu'on est en 1859, elle est ouverte en 1859, et les dernières lignes françaises ont été ouvertes en 1932. Hein, donc, vous voyez, c'est une vieille ligne. Hein, et elle fait partie donc des premières lignes françaises, hein, peut-être à peu près des 150 premières sections françaises ouvertes au trafic. Donc ça veut dire qu'à cette époque, on ne maîtrise pas encore totalement toute la technique de construction ferroviaire et on va utiliser des technologies particulières et notamment pour l'établissement des ouvrages d'art. Alors, donc là, je vous remets l'organisation dans le département de l'Allier. Donc, vous avez en bas, je ne sais pas si vous voyez ma flèche qui défile, en bas à droite, donc la ligne de Moulins à Montluçon, qui s'inscrit donc dans un réseau qui va être de plus en plus complexe au niveau du département de l'Allier, dont l'apogée va être en 1932, avec, vous voyez, un maillage territorial qui est considérable. Et ce pont de fer va donc héberger une ligne qui va de Moulins à Montluçon, puis à partir de 1886, une seconde ligne de chemin de fer dit économique qui se dirige vers Condalier. Donc, en fait, deux lignes ferroviaires vont être supportées par cet ouvrage. Alors, ensuite, il faut s'arrêter sur les techniques de construction caractéristiques du 19e siècle. Au début, les ingénieurs, ils ont commencé à établir des ouvrages sur le réseau ferroviaire avec ce qu'ils savaient et en utilisant la voûte romane, tout simplement, en faisant des viaducs en pierre. Et puis rapidement, ils se sont rendus compte qu'ils étaient limités par la portée des ouvrages, par l'implantation dans le lit des cours d'eau. Donc, ils ont recherché de nouvelles techniques autour de matériaux qu'ils jugeaient modernes à l'époque, à savoir la fonte, le fer et l'acier. Et donc, ils ont développé ces caractéristiques. Alors, pour ce qui est du pont de Moulins, on avait une difficulté, c'était de franchir l'Allier, qui est un cours d'eau très large à cet endroit. On avait la difficulté de ne pas s'opposer à l'écoulement des eaux et de ne pas être dans un sens contraire aux digues qui étaient déjà établies, aux levées de terre qui sont établies pour endiguer l'Allier dans la traversée de Moulins. Donc les ingénieurs ont été assez contraints et ont mis longtemps à trouver des solutions innovantes. Donc les solutions innovantes, c'est un ouvrage de très grande portée, un ouvrage métallique de très grande portée, et au minimiser les digues qui sont perpendiculaires au sens d'écoulement des eaux. Alors vous voyez ici la digue de la voie ferrée qui donc crée un obstacle au cours d'eau. Hein, et donc les ingénieurs ont été quand même contraints de conserver et de fabriquer cette levée et puis de laisser un débouché suffisant pour permettre l'écoulement des eaux sur la ligne. Autre problème, celui d'asseoir des piles dans le lit de la rivière. Alors là, on avait une très épaisse couche d'alluvions humides, détrempées, et donc asseoir un ouvrage de cette taille pour qu'il soit stable, ça a été un véritable casse-tête, et on a utilisé une technique assez novatrice, c'est celle d'un caisson étanche avec des sas, où on descendait des ouvriers avec des systèmes de sas qui s'ouvraient et qui se fermaient. Vous le voyez sur le petit schéma. Donc, on fait rentrer un ouvrier dans un premier sas, et puis après, dans un second, il creuse, on remonte, saut par saut, hein, en ouvrant et en refermant le sas. C'est un principe d'écluse. Donc, il y a une surpression d'air qui permet d'empêcher la montée des eaux et un caisson métallique qui permet d'éviter l'effondrement des alluvions. Donc, en fait, ce système, il permet de forer en milieu humide et dans des alluvions instables. Alors, il a un gros inconvénient,
qu'on ignorait un peu à l'époque, c'est qu'on mettait sous pression d'air les caissons et on mettait des ouvriers dedans. Et donc, il y avait des accidents d'hyperbarie très fréquents et une mortalité très forte sur le chantier. Et on ne savait pas trop d'où ça venait à l'époque, hein, mais bon, ce qu'on connaît aujourd'hui pour les plongeurs, par exemple. Et donc, il y a eu de nombreux décès par rapport à ce qu'on a appelé après la maladie des caissons. Donc, ce principe, il a été mis en place non pas la première fois à Moulins, comme on le dit souvent. Hein, donc, c'est un procédé qui a été inventé par un ingénieur qui s'appelait Trigger, qui était un ingénieur des mines, et donc qui a utilisé d'abord dans les mines ce système-là, et puis ensuite sur plusieurs ouvrages français, un peu du même type que celui du pont de fer à Moulins. Donc, ce n'était pas précurseur, mais c'était quand même novateur. Alors, ensuite, autre problème, c'était de se placer au-dessus des crues. Et donc, les ingénieurs des chemins de fer étudiaient énormément les crues des rivières. Et d'ailleurs, je pense que c'est intéressant de dire cela aujourd'hui quand on voit par exemple les accidents dans la vallée de la Roya et de la Vésubie où les ouvrages ne sont pas forcément très bien dimensionnés aujourd'hui. Et donc les ingénieurs étudiaient beaucoup ces ouvrages ferroviaires pour se placer au-dessus des crues, pour faire très très attention. Ils questionnaient les populations, ils regardaient les archives, etc. Et là, ils avaient pris comme référence la crue de 1790 en disant il faut que l'on soit 1,50 m au-dessus. Et donc, pour qu'on n'ait jamais d'envahissement de notre ouvrage par les eaux. Et ça comprenait aussi le remblai environnant et les passages à niveau environnants qui étaient maintenus, qui étaient prévus pour être maintenus hors d'eau afin que l'exploitation ferroviaire ne soit pas perturbée. Alors, voici cet ouvrage tel qu'il est, tel qu'il a été conçu. Donc, un grand ouvrage, dont vous voyez avec des grandes travées de 42 mètres de portée, ce qui était assez important à l'époque, des piles qui sont en fonte. Donc, en fait, ce sont des anneaux de fonte, des gros anneaux de fonte qui font 2 mètres de diamètre dans la partie haute et 2,50 m dans la partie basse, qui font 1 mètre de haut. Donc, des anneaux empilés les uns sur les autres, donc qui constituent des piles. Alors, ces piles, elles font une grande hauteur et il y en a autant qui est à l'intérieur des alluvions que ce qui dépasse. Donc, elles font à peu près 19 mètres de haut, bon, à peu près, hein, parce que c'est une hauteur variable selon les piles, et vous avez une hauteur de 9 à 10 mètres, une hauteur libre de 9 à 10 mètres. Donc, moitié enterrée, moitié à l'air libre. Ces piles, elles sont remplies de béton. Hein, c'est un béton, on voit ici sur la coupe ce remplissage par le béton, et elles sont contreventées par des croix de Saint-André afin de maintenir une solidité et un écartement. Donc sur ces piles ensuite, on fait reposer un tablier métallique qui est en fer et qui est en fer riveté, donc qui repose à l'aide de poutrelles, de 2 poutrelles latérales et de croix de Saint-André horizontales, donc qui sont à intervalles réguliers. Donc un ouvrage qui est très très solide. Il est prévu dans la partie basse, vous le voyez, il y a des piles plus épaisses. Il est prévu plus solide parce que les ingénieurs avaient anticipé que des arbres morts liés aux crues et donc au transport par l'eau puissent heurter ces piles. Hein, donc ils ont prévu une surépaisseur pour que ça puisse résister. Donc cet ouvrage, il est construit à peu près en 2 ans, 1857 à 1859. Il est entrepris par une entreprise qui s'appelle Caille, Chaken et Parent, qui est une grande entreprise du Nord, qui est à Fives, vers Lille, qui est une grande spécialiste de la construction des ouvrages métalliques. En fait, cette entreprise réalise presque tous les ouvrages métalliques français à l'époque, et donc a un certain savoir-faire dans ce domaine. Alors après, ce pont, donc, il va être mis en service, il va avoir sa vie de pont, et donc il est intéressant de voir un petit peu comment les choses ont évolué. Donc, à son apogée dans les années 30, il va à peu près voir passer 30 trains par jour, hein, ce qui est beaucoup.
Et puis donc, on va avoir des trains à l'époque qui sont des trains de marchandises avec beaucoup de trains de charbon, de trains de minerais, des trains de voyageurs, y compris à l'époque transitent par ici des trains Bordeaux-Strasbourg hein, qui passent par Moulins, Montluçon, etc. Avant l'avènement du TGV, bien avant. Et donc, on va avoir une ligne qui va avoir un intérêt local et un intérêt national important. Et puis petit à petit, elle va décliner. Donc, à partir des années 50, on va avoir la fin de la ligne des chemins de fer économiques vers Cône-Vallier. En 1972, la fermeture au trafic voyageurs entre Commentry et Moulins. En 2015, la fin des circulations de fret. Et je vous ai mis ici un des derniers trains de charbon qui circulait jusqu'à Chavenon. C'est avant 2015, mais bon. Et puis, en 2019, la fermeture administrative, hein, la procédure juridique qui conduit à la fermeture administrative de la ligne. Donc, l'apogée, puis un long déclin progressif. Alors, ce pont, il a vieilli, évidemment. Ce qui a le plus vieilli, peut-être, ce sont les piles. Assez tôt, ces piles en fonte, elles se sont fendues. Et il a fallu mettre autour des frettes, des anneaux de consolidation. Donc, vous voyez une photo des années 30 où on en voit déjà quelques-unes, et puis une photo aujourd'hui où on voit tous ces cerclages qui permettent de maintenir les grands anneaux de fonte en un seul morceau, la fonte étant très cassante. Donc, ça, c'est une des fragilités de ces grands ouvrages français. Mais il reste dans un état relativement satisfaisant. Donc avec toujours la même chose, hein, les piles en fonte, les croix de Saint-André, le tablier métallique. Il y a été ajouté une conduite d'eau potable qui n'existait pas à l'origine et qui traverse l'Allier à cet endroit-là. Alors ensuite, cet ouvrage, il représente un patrimoine. Et ça, c'est très important parce que c'est un des derniers, sinon le dernier représentant d'une grande famille. En fait, ces ponts, comme je vous l'ai dit, du début du 19e siècle, ils ont été établis essentiellement sur des grandes lignes, sur des lignes qui avaient une priorité à être établies. Et donc aujourd'hui, ces ponts qui ont été établis au 19e siècle ont tous disparu parce que ces tabliers ont été usés, ils ont été fatigués, et ils ont été remplacés sur toutes ces grandes lignes par des tabliers modernes en béton, en métal, etc. Mais ce ne sont plus les ponts d'origine. L'évolution de cette ligne de Commentry à Moulins a fait qu'il est resté, alors que tous les autres ont été remplacés. Donc c'est pour ça que c'est un des derniers représentants. Donc je vous ai mis en exemple le pont de Mâcon. Hein, vous voyez que vous avez un véritable air de famille, hein, ils se ressemblent beaucoup. Le pont d'Orival en région parisienne, sur la Seine, donc vous voyez qu'ils se ressemblent également. Et puis, ces ponts, ils ont été, et notamment les ponts qui étaient en région parisienne, ont été peints par les impressionnistes, beaucoup. Donc, vous voyez, je vous ai mis deux tableaux donc, qui montrent ces ponts peints, et donc ça ajoute à l'intérêt patrimonial, puisque c'est la dernière représentation réelle de ce type de pont. Alors, également, on ajoutera autour du pont, et je pense que, enfin, je sais que Guénola va reparler du quartier, mais autour du pont, on a un patrimoine ferroviaire intéressant. On a à côté, dans le quartier des Garceaux, une remise à machine des chemins de fer économiques qui est aujourd'hui bien conservée, bien que non valorisée, et qui sera intéressant de valoriser parce que également ces remises en briques et bois sont maintenant devenues assez rares. On a une petite gare à la Madeleine, alors qui était menacée de démolition, je ne sais pas si c'est fait ou pas, donc qui est intéressante parce que c'est aussi une gare des chemins de fer économiques qui a un intérêt patrimonial. Et on a en bas, je vous l'ai mis, à côté de la remise en briques, la poutre Fraissinet, qui est la première poutre en béton précontraint, qui est due à l'ingénieur Fraissinet. Et donc, c'est la première fois
qu'on a fait la précontrainte du béton sur cette poutre et on l'a testé en faisant passer un convoi ferroviaire dessus pour en éprouver la solidité. Donc, autour du pont, je pense qu'il y a une véritable valorisation patrimoniale ferroviaire à réaliser en complément de ce qui vient d'être fait. Et puis, on se trouve dans un site naturel singulier, un site Natura 2000 avec des berges de grande qualité, avec des sentiers comme le sentier des Castors, un site très agreste, très vert, des levées, avec une faune, une flore très riche. Mais là, je laisserai Guenola en parler un petit peu plus tout à l'heure. Et puis donc, tout ça, ça a mené à une étude de valorisation. Alors, cette étude de valorisation, en fait, elle a été amorcée en 2015 quand il y a eu l'arrêt des circulations ferroviaires et où la SNCF a eu comme préoccupation de mettre son ouvrage en sécurité par rapport à sa responsabilité en se disant mais il ne faut pas que les gens aillent sur cet ouvrage parce que ça pourrait être dangereux pour eux. Et donc, elle a dans un premier temps muré l'ouvrage, elle en a interdit l'accès, ce qui évidemment était à la fois peu esthétique, pas fonctionnel et pas du tout intéressant pour la collectivité moulinoise. Mais c'était une nécessité, une urgence de la part de SNCF. Il faut se replacer dans le contexte de ce que fait la SNCF et notamment SNCF Réseau aujourd'hui. Il y a quelques années, quand la SNCF n'avait plus l'usage de ces infrastructures, elle se dirigeait rapidement vers une procédure de déclassement qui lui permettait de vendre, de se débarrasser de ces infrastructures et de les vendre à des tiers, que ce soit des collectivités locales ou des privés, sans s'occuper de ce qu'elles allaient devenir et surtout sans s'occuper de la réversibilité. Donc, ce qui fait qu'on a aliéné une grande partie du linéaire ferroviaire français et dans des milieux urbains ou périurbains, on s'est aperçu rapidement que c'était une erreur parce qu'aujourd'hui, on a parfois besoin de réouvrir des lignes pour acheminer du trafic, on a besoin de reprendre ce réseau ferroviaire pour réouvrir certaines lignes en périurbain et on s'aperçoit que si on n'a plus ce linéaire, on ne peut pas le faire ou il faut le faire à grands frais. Donc, à partir des années 2010, on a eu une nouvelle posture de SNCF Réseau où on a un parti pris de conservation des emprises, donc de conservation du linéaire, avec l'idée que peut-être un jour, on en aura à nouveau besoin, que ce soit des solutions ferroviaires ou pas. Donc, l'idée d'une réversibilité. Et en attendant, on pourrait les mettre sous cloche, mais ça veut dire que ça serait rapidement de la friche, donc ce n'est pas très intéressant. Et donc, l'idée, c'est de les valoriser et, si possible, d'en confier une gestion déléguée à des tiers. Donc, on a une posture complètement nouvelle depuis une petite dizaine d'années à la SNCF, que ce soit pour le linéaire, mais aussi donc pour les ouvrages, pour les gares, etc., et qui est une posture aux antipodes de ce qu'elle était. Et ça, c'est important à noter, hein, cette évolution du contexte. Donc, ça veut dire que rapidement, quand s'est posé le problème de ce pont et de sa conservation, de sa valorisation, SNCF Réseau, avec qui je travaille depuis longtemps, nous a demandé à l'université de faire une étude préalable et de voir s'il était possible de valoriser cet ouvrage et dans le but de lancer une concertation avec les collectivités locales. Donc, on a mené cette étude donc avec un groupe d'étudiants, puis plusieurs enseignants-chercheurs, donc avec un premier volet qui cadrait le contexte méthodologique et historique, un second volet qui faisait un état des lieux précis, mais pas que de l'ouvrage, de tout le quartier autour, et puis un dernier volet proposant différents scénarios et différents projets d'aménagement. Alors, donc en fait, cela a débouché sur un diagnostic qui a permis de dégager différents enjeux. Donc, la combinaison entre cheminement pendulaire et touristique, donc avec la mise en place de cheminement en mode doux, la possibilité de bouclage de cheminement tout autour de moulins,
la valorisation historique du patrimoine, je viens d'en parler, la composition avec le milieu naturel et notamment toute la sensibilisation à l'environnement que peuvent avoir les populations urbaines, le risque inondation aussi, les connexions de cet ouvrage avec l'ensemble de la voirie moulinoise, et puis un outil de développement, un outil d'aménagement des quartiers riverains euh, qui, qui, peuvent en bénéficier avec une attractivité nouvelle. Donc, on a, si je vous montre ça en plan, hein, donc des différents enjeux envers les enjeux de composition avec le milieu naturel, des enjeux de développement des quartiers, des enjeux de développement de valorisation historique patrimoniale, des enjeux de connectivité, donc des enjeux multiples à travers ce projet. Et puis donc, tout ça, ça nous a amené à bâtir des scénarios, donc avec toujours en tête la réversibilité. La voie ferrée doit pouvoir être utilisée en cas de réouverture de la ligne. L'accessibilité et la sécurité, notamment tout ce qui est accessibilité PMR, la sécurité parce qu'il y a des traversées de route, des passages à niveau, l'interdiction aux véhicules motorisés et favoriser donc les modes doux et la prise en compte du risque inondation. Et donc, ça nous a amené à sectoriser les différents morceaux de toute la zone d'étude avec l'idée des traversées sur les passages à niveau, les connexions au quai de l'Allier, le pont lui-même, le secteur de la Madeleine. Donc, sectoriser un ensemble de zones. Et puis donc, on a ensuite proposé des aménagements avec à chaque fois 4 axes. Alors, je ne vous montre pas tous les secteurs, hein, je vous montre juste des exemples. Donc, avec des 4 rubriques à chaque fois, les matériaux utilisés, l'organisation des déplacements, la valorisation du patrimoine, le traitement des abords. Et donc, à chaque fois, décliné en 3 options, une option légère, une option moyenne, une option lourde. Donc voilà, et puis donc après, des intégrations paysagères et des représentations de ce que pourrait être tout ce projet d'aménagement. Donc voilà, je vous montre le secteur des Garceaux, je vous montre ensuite le secteur de connexion avec les quais de l'Allier. Donc voilà un petit peu le contenu de cette étude préalable que l'on a remis donc à SNCF Réseau et qui s'en est servi après pour porter ce projet auprès des collectivités locales et avec le débouché que l'on connaît aujourd'hui.